On l'a appris à la mi-journée. Hier soir, vers 19h30, 5 drones en France ont été détectés au-dessus de la base sous-marine de l'île Longue, qui assure la maintenance des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, dont l'un au moins se trouve en permanence en mer pour assurer justement la dissuasion nucléaire française. Le bataillon de fusiliers marins qui assure la protection de cette base a tiré. Et une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet militaire de Rennes. Écoutons ce qu'on a dit aujourd'hui la ministre de la Défense, Catherine Vautrin. Tout survol d'une empreinte militaire est interdite dans notre pays. Je veux saluer l'interception qui a été celle de nos militaires sur la base de l'île Longue. Derrière, il y a un dépôt de plainte, il y a une enquête, et c'est l'enquête qui permettra de déterminer quel a été finalement ce survol. Donc à ce stade, pas d'attribution, donc je n'irai pas plus loin, mais ce qui est très important, 1, c'est interdit, 2, systématiquement dépôt de plainte, et 3, enquête. Le procureur de la République, Frédéric Teillet, a immédiatement souligné qu'aucun lien avec une ingérence étrangère n'avait été fait. Mais Xavier Titelman, je vous voyais un petit peu bondir en écoutant les propos de la ministre. C'est-à-dire, expliquez-nous, je sais que nous ne savons pas grand-chose, mais ce que nous savons, vous allez essayer de nous l'expliquer en détail. Qu'ont fait ces fusiliers marins? Ont-ils intercepté? Qu'ont-ils intercepté? Rien. Et le mot tir est faux, c'est pour donner l'impression qu'on a fait quelque chose. Pour vous, c'est erroné. Ils ont tiré avec un canon qui envoie des ondes qui sont censées être capables de brouiller ces drones, parce qu'on a des systèmes d'interception, de brouillage qui sont ceux qui datent d'avant la guerre. Oui, mais pardon, ils ont tiré avec on leur demande de tirer avec ces canons-là. Parce que c'est tout ce qu'on leur donne et parce qu'on ne s'est pas adapté. Si on achète du matériel ukrainien, ça marche. Il faut vraiment leur faire la différence. Vous êtes en train de nous dire... Je vous le fais simple. Qu'il faudrait qu'on achète du matériel ukrainien pour pouvoir intercepter, c'est ça? On a intérêt à avoir les détecteurs ukrainiens et les intercepteurs ukrainiens, et là on aurait détruit, sans aucun doute. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier au-dessus de cette base? Exactement. Quand on éclaire, quand on brouille, quand on essaie de brouiller un drone, on croit, parce que c'était comme ça jusqu'en 2017, que ce drone va rester sur place, il n'y a plus de communication ou plus de GPS. Et quand il n'aura plus de batterie, il va gentiment se poser à la verticale. Oui. Sauf qu'à partir de 2022, les Ukrainiens et les Russes ont tous deux fait évoluer leur drone pour pas qu'ils subissent ça. Quand ils perdent la communication, ils remontent tout seuls. Et puis on le perd. Et puis on n'a rien fait. Et c'est ce qui s'est passé hier. Bien sûr. Donc les drones ne sont pas tombés, on les a perdus, ils sont remontés. Et qu'a-t-on fait? A-t-on tiré ou pas? On a tiré avec une sorte de système micro-ondes. Parce que vous tirez comment? On tire avec un fusil à pompe, mais ça marche que dans les 50 derniers mètres en gros. Et a priori, ils ont pu rester à une distance supérieure, ce qui fait qu'un fusil à pompe ne permet pas de les intercepter. Il n'y a pas de système, comme on a par exemple sur les navires, qui permettrait d'envoyer des volets d'explosifs, d'obus qui vont exploser à proximité pour les détruire. C'est pas opérationnel, c'est uniquement dans la marine. Donc aujourd'hui, on est démunis. 1, pour les détecter, et 2, pour les détruire. On ne sait pas faire. Et oui, tout de suite, achetons l'ukrainien. La semaine prochaine, on a des systèmes qui marchent. Michel Goya, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui a été fait hier est un petit peu ridicule, si je comprends bien. Non, ou est-ce que vous ne diriez pas ça comme ça? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Alors, d'abord, nuancé. Oui, non, mais d'abord, on est à peu près sur ça. On est sur un sujet très sensible, sur un site très sensible. Donc, on n'a évidemment pas intérêt à lésiner avec la sécurité, c'est sûr. Oui, donc ça c'est évident. Normalement, c'est sans doute l'endroit le plus protégé de France, probablement. Mais pas protégé contre des drones. J'ose espérer qu'on a anticipé quand même un petit peu. Ça n'est pas la première fois que ça se produit. Non, en plus, c'est pas la première fois. Ça n'est pas la première fois que ça se produit. Sur place, à proximité en tout cas. Voilà. C'est pas la première fois qu'il y a des survols de drones de sites sensibles. Et puis même, je pense que depuis, quand on a commencé à réfléchir à la défense anti-drone, le premier site, un des premiers sites sur lequel on a pensé mettre en place ces systèmes, c'est l'île Longue. Ça me paraît évident. Donc effectivement, on a mis en place un système. Les drones ont été détectés déjà. C'est pas forcément évident. Et en tout cas, on a tenté de les neutraliser. Alors, je ne sais pas exactement quels étaient les résultats. Toujours est-il qu'on n'a pas montré. Quel genre de drone il s'agissait? Nous ne savons pas. Quelles sont vos suppositions? Non, ce qu'il y a simplement, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est quand même pas. C'est qu'il y a plusieurs pilotes. C'est qu'il y a plusieurs pilotes, donc c'est un groupe. Est-ce que ce sont les mêmes qui ont. Peut-on parler d'un essaim de drone?
Pas encore, 5, c'est trop peu. C'est trop peu, mais non, c'est dire qu'il y a un groupe. Ça veut dire concrètement qu'il y a en France des gens, des groupes structurés qui sont capables de pénétrer, de tenter de pénétrer, d'agresser des sites sensibles. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui ont survolé des Charles Leclerc, qui ont survolé d'autres sites sensibles en France? Bergerac, non. Pardon? Bergerac. Non, mais parlons. Je ne sais pas. Mais, Michel, étaient-ils ces opérateurs de drones relativement à proximité du site? C'est rien. D'où peuvent-ils? On ne sait pas. Non, je sais qu'on ne sait pas, mais qu'est-ce qui est possible? ils peuvent être à plusieurs kilomètres de. C'est votre kilt là Oui, mais qui me gêne voilà, un petit peu. qui vous gêne. Ils peuvent venir de la mer. Ils peuvent venir de la mer. Alors, non, mais voilà, donc c'est très difficile de peuvent être sur un trouver ces gens-là parce qu'ils peuvent être très loin. D'accord, donc il faut surveiller sur plusieurs c'est ce qui est kilomètres. en train d'être élucidé avec cette Non, mais enquête. jusqu'à présent, on a trouvé, pour l'instant, personne n'a été arrêté dans tous les cas que l'on a cités précédemment. Donc c'est très difficile. Mais c'est une vraie menace nouvelle. Personne n'a été arrêté. Vous avez entendu parler Non, de parce gens qu'en qui fait, ont été- les drones, semble-t-il, aucun des drones n'a été abattu. Donc on n'a pas d'éléments matériels qui Oui, on a permettent de rien présenté, remonter. hein. De les identifier. De les aucun identifier. matériel. À partir de là, c'est pour ça aussi que ce type d'opération est assez performant, parce que en réalité, s'il n'y a pas d'éléments matériels, on peut bien ouvrir une enquête, mais c'est très compliqué de retrouver qui a fait ça. Et donc ça peut se reproduire, ça aussi. Maintenant, il faut C'est être perplexe quand de même ce que vous dites conscient les uns les autres. il n'y a pas que alors, sur la défense anti-drone, je partage totalement l'analyse de Xavier. Je pense qu'on est complètement en retard. Maintenant, sur des sites comme l'île Longue, ces drones-là, c'est fait pour tester les défenses. Voilà. Il n'y a pas d'attaque. Le but, c'était pas une attaque, c'était pour inquiéter tout le monde. Pour prendre des charges autrement plus lourdes. Donc, il ne faut pas non plus s'alarmer outre mesure. C'est vraiment pour tester, énerver, agacer. Et puis là, c'est un symbole, puisque c'est qu'on parle quand même de dissuasion nucléaire, donc on touche à quelque chose de très sensible. Lucas Manger. Le symbole est atteint dans le siège de ce que vous disiez, Benoît, c'est que on parle de l'endroit le plus protégé, le plus sensible, le plus symbolique, qui abrite 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont un est en permanence en dilution quelque part dans les océans, et des ogives nucléaires. Et donc, quel que soit l'auteur de cette attaque, le résultat est atteint. Le résultat, c'est qu'on en parle et que l'un des sites, ou si ce n'est, comme vous le disiez, Michel, le site le plus protégé français. Moi, je suis allé sur l'île Longue, c'est quand même assez... Vous êtes allé sur l'île Longue dans le cadre d'un reportage? Oui, c'est vraiment c'est un endroit assez unique. Enfin, en France, c'est assez unique. On peut pas y aller avec son téléphone, il faut pas avoir d'écouteurs, on n'a pas de montre connectée, rien. C'est un endroit extrêmement sécurisé, et ce qui est normal parce que c'est le lieu d'une grande partie de la dissuasion nucléaire française. Ces sous-marins qu'on voit là, c'est des espèces de monstres énormes. C'est 14 000 tonnes. Hein. C'est l'un des objets les plus complexes. Le sous-marin. Oui, un sous-marin. Un sous-marin. Et donc, le fait que 5 drones qui peut-être, alors vous posiez la question d'où ils viennent, ils peuvent venir de la terre, mais ils peuvent aussi venir de la mer. C'est l'une des questions que se posaient les Scandinaves récemment, c'est-à-dire de ces drones qui peuvent décoller d'un navire marchand, commercial, d'une nation, peu importe laquelle, qui aurait embarqué ces drones dans ses cales et ils les font décoller du pont. Le fait est que 5 drones survolent, même si c'est quelques minutes, et que les fusiliers marins aient essayé de les intercepter, le fait est que ça montre la peut-être pas la vulnérabilité, le mot est peut-être trop fort. En tout cas, ça montre que c'est faisable. On ne sait pas si... Et peut-être que les fusiliers marins ont essayé... de la cuirasse. Voilà. Et que peut-être que ce qu'on cherchait à faire, ces fusiliers marins, c'est peut-être d'en attraper un. Je ne sais pas si c'est le cas, mais l'idéal, c'est de pouvoir en attraper un pour savoir d'où il vient. En tout cas, plutôt que de le descendre. L'idéal, c'est de l'attraper. La ministre a refusé d'imputer l'incursion à qui que ce soit. Visiblement, bien évidemment, les autorités françaises ne veulent pas révéler de fébrilité, mais ces opérations hybrides dont nous parlons souvent sur ce plateau, évidemment, inquiètent. Mais Xavier Titelman, il y a aussi sans doute une volonté de ne pas révéler certaines procédures. Et ça, c'est absolument compréhensible. La nature des moyens employés n'a pas été précisée. Vous nous parlez de ça s'appelle des fusils brouilleurs Nérode, c'est cela? Oui. Alors, si je comprends bien, on a un problème de quantité. Il y en a trop peu. Mais plus, ce ne sont peut-être pas seulement les moyens qui ont été utilisés. Non seulement on en a trop peu, mais en plus ils ne sont plus adaptés depuis 2022 et l'évolution des logiciels de pilotage des drones. Donc de toute façon on pourrait brouiller autant qu'on veut, les Belges l'ont fait. Quand ils ont été survolés, ils ont utilisé... Par des drones eux aussi.
Et le truc, voilà, le drone n'a pas réagi comme ce qu'ils avaient prévu. Ça marchait pendant les Jeux Parce que Olympiques. ça Parce que marchait. Bon, donc pour Parce que vous, c'est des civils non modifiés. Exactement. donc pour vous, ces fusils n'ont plus lieu d'être. Et il faut maintenant adapter un par rapport à drone, ce qui se passe, évidemment, à la guerre en Ukraine qui a modernisé tout. Si vous êtes dans un supermarché acheter un drone et que vous le modifiez pas, effectivement, il pourra fonctionner. Mais à partir du moment où vous mettez un petit logiciel qui se met en 5 minutes sur n'importe quel drone, ces brouilleurs ne fonctionneront pas. Et après, on a plein de moyens d'interception. Vous avez les rayons laser destructeurs, SILAS, qui ont été aussi déployés pour les Jeux Olympiques, qui sont en ce moment en Ukraine. Et on sait qu'on sait détruire ces drones. Mais on en a peut-être 5 sur toute la France, répartis partout, et qui sont pas au bon endroit. Et s'il y a du brouillard, ça marche pas. Il faut juste se rappeler ce que les Russes ont subi avec l'opération Spiderweb, dans laquelle ils ont perdu des dizaines de bombardiers stratégiques. Personne, ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni nous, ni les Américains, ne serait capable de faire face à une attaque de ce type. Et si demain, il y a réellement des drones kamikazes qui viennent d'un cargo qui passe à 15 km au large et qui viennent se striker sur un de nos sous-marins nucléaires, je suis persuadé que si on en a 4 ou 5 qui arrivent en même temps, on ne sait pas les arrêter. Et un sous-marin nucléaire qui est touché, ça veut dire qu'on ne peut plus garantir une permanence à la mer. Mais est-ce que nos autorités vont modifier leur procédure, leur façon de faire? Qu'on achète ukrainien, voilà. Non, mais On achète rien, on comprend que c'est votre désir, mais est-ce qu'il est possible de modifier ces procédures? Alors, ce que les Ukrainiens disent, c'est que ceux qui travaillent sur les systèmes d'anti-brouillage sont obligés de changer tout leur système toutes les 6 semaines. Parce qu'en face, les Russes modifient leurs drones en fonction du retour qu'ils ont. Donc oui, vous entendez ça, Xavier Dettelmann? Je pense que Xavier doit le savoir. Même les Ukrainiens, 6 semaines plus tard, c'est obsolète. Voilà. Donc il faut de toute façon. Donc j'imagine bien que l'armée française est en train de réfléchir à tout cela, Michel Goyard, bien évidemment. Et bien sûr qu'on a réfléchi. Bien évidemment. Heureusement, on y réfléchit beaucoup, on y travaille beaucoup quand même sur le sujet. Maintenant, du point de vue, en admettant que ce soit les Russes qui aient lancé ce truc pour tester les défenses, en même temps, c'est un peu contre-productif pour eux. C'est-à-dire qu'au lieu de se réserver éventuellement des moyens pour attaquer, ils ont repéré une vulnérabilité, on va dire comme ça, et de garder une possibilité d'attaquer. Là, ils ont éventuellement montré cette vulnérabilité. Donc, du coup, on va se travailler. On va travailler, on va donc, du coup, c'est peut-être pas les Russes. Hein. Mais bien sûr, non, c'est peut-être pas les Russes. Non, bien sûr. C'est peut-être pas les Russes. Il y a des groupes d'extrême gauche, il y a des groupes écolos qui ont déjà et des perturbeurs, des gens qui ont envie, évidemment, qu'on en parle. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, mais c'est surtout à partir de 5. C'est pas un drone comme ça qu'on a envoyé. Il y a une structure, il y a un groupe derrière. Alexandre Melnik, rapidement. Je voudrais bien revenir sur ce bandeau. Est-ce que nos sous-marins sont surveillés, etc. Et je voudrais bien me référer à mon expérience du travail à l'ambassade soviétique à Paris. Donc, parce que même dans les années 80, ou surtout peut-être, donc les Longues et la rade de Brest faisaient l'objet d'une attention particulière de la part des services de renseignement, en premier lieu le GRU. C'est-à-dire le GRU, les services de renseignement militaire russes. Il y avait même une histoire rocambolesque avec un petit garagiste de Brest qui avait été engagé comme espion, etc. Mais ce que je veux dire, et peu de gens savent que pendant la guerre froide, les diplomates soviétiques étaient interdits d'aller dans un certain nombre d'endroits en France. Comme vous, par exemple? Vous n'aviez pas le droit d'aller? Non, par exemple à Brest. Par exemple à Toulon. Par exemple sur le plateau d'Albion. Oui. Donc, mais Brest, c'était toujours une sorte de fantasme, si vous voulez, pour les soviétiques à l'époque, qui ont transmis d'une certaine façon la relève, paraît-il, au service secret russe aujourd'hui, tout simplement que c'était le cœur même de la dissuasion nucléaire française. Voilà, c'est ça. Donc, et c'était complètement interdit pour les voyages, et les soviétiques connaissaient bien la topographie, la géographie des lieux. Les Longues n'étaient pas du tout un secret, si vous voulez, pour les services secrets soviétiques. Et aujourd'hui, on constate que le lieu, quand même, qui a été choisi, c'est un lieu extrêmement symbolique. Mais d'un point de vue renseignement, effectivement, les Russes surveillent l'île Longue, satellites, par les chalutiers. Il y a toujours des chalutiers à la proximité, donc c'est très connu. En réalité, c'est très surveillé, c'est très connu. Donc les drones qui ont été envoyés, point de vue renseignement, ils ne pouvaient pas apporter forcément grand-chose. Donc c'était pas un but. C'était pas le but renseignement, mais je pense. Mais ça peut collecter du renseignement sur le type de radar qui est en veille. Oui, donc c'est ça, sur la défense. On en saura plus dans quelques heures, bien évidemment.